Merci de votre présence pour ceux qui sont là physiquement. Bienvenue à ceux qui sont en visioconférence. Plaisir cet après-midi, accompagné de Mme Françoise Gatel, M. Mathieu Darnaud, M. Alain Milon et M. Daniel Guéret, de vous accueillir pour cette conférence de presse dont l'objet est le texte 4D qui vient devant la séance publique du Sénat mercredi prochain, qui a fait l'objet d'une réunion de commission hier, mais qui sera en séance publique mercredi prochain pour une bonne partie du mois de juillet. Ce texte que nous attendions, issu du gouvernement, dont on nous avait indiqué d'ailleurs qu'il porterait en lui-même une forte ambition décentralisatrice, il n'était pas annoncé comme étant révolutionnaire, mais en tous les cas comme portant une véritable ambition. Eh bien, nous le prenons avec de la déception, car à la lecture de ce texte, il ne nous est pas apparu que cette ambition-là soit vraiment confirmée dans les articles qui sont soumis à la sagacité des parlementaires et des sénateurs en particulier. Nous le regrettons parce que le Sénat, en matière de collectivité locale, dont nous sommes, chacun sait ici, ce n'est pas une redite, nous sommes les représentants privilégiés, avait lui-même beaucoup travaillé avec 50 propositions importantes que les collègues rapporteurs éventuellement évoqueront, et puis 3 textes de nature législative ou constitutionnelle qui nous permettaient d'avancer. Bien, je ne veux pas aller plus loin, mais les rapporteurs ont travaillé, ont fait des propositions. Il y a désormais un texte de la commission, ou des commissions, puisque je rappelle que sur ce texte, si la commission des lois est saisie, elle a délégué une partie des textes aux collègues des autres commissions, M. Alain Milon pour le compte des affaires sociales, M. Daniel Guéret pour le compte de la délégation de la commission développement durable, et Mme Dominique Estrosi-Sassonne, que je dois d'ailleurs excuser cet après-midi, j'aurais dû le faire plus tôt, pour le compte des affaires économiques. Donc je vais leur laisser la parole. Je vous propose de laisser la parole à Mme Gatel et M. Darnaud pour une petite dizaine de minutes, et puis nos autres collègues pour 5 minutes, et puis privilégier, si vous en êtes d'accord évidemment, l'échange et les questions avec les rapporteurs. Merci de votre attention. Madame Gatel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, bonjour à tous. Donc, nous échangions tout à l'heure sur le titre, sur l'objet de notre rencontre, 4D, 3DS. En tout cas, nous vous dirons quelle est notre ambition. On peut dire que ce texte, il se caractérise par une extrême timidité, tout en ayant le mérite, il faut le reconnaître, et nous le devons sans aucun doute à la ministre de la Cohésion des Territoires, d'être un fil aussi ténu soit-il, tendu pour que, sans doute, la sagesse du Sénat s'exprime de manière pleine et entière. Le Conseil d'État a lui-même, dans son expression, dit clairement que ce texte était un peu, on va dire, un peu trop léger dans certains domaines annoncés, et notamment le fameux 4e D, qui était celui de la décomplexification, qui en soi est déjà un mot un peu compliqué, et il lui a préféré le mot de simplification, et il a, vous le savez, largement encouragé l'État à avoir plus d'ambition. Donc ce texte est fort timide, et il est aussi, comment dire, il n'y a pas de mépris dans mon propos, une sorte, par moment, d'inventaire à la Prévert, parce qu'on y trouve beaucoup de dispositions qui ne relèvent pas forcément d'une ambition de décentralisation, mais qui ont certainement leur pertinence. En tout cas, le Sénat a avancé d'une manière très claire, et je dirais plutôt consensuelle, ne réserve aucune surprise au gouvernement, puisque le président Buffel l'a rappelé, en janvier dernier, le président du Sénat a lancé un groupe de réflexion très écuménique parce qu'il regroupait l'ensemble des groupes politiques pour élaborer des propositions qui sont au nombre de 50 et qui ont été présentées en juillet dernier, présentées également au gouvernement et qui ont recueilli l'assentiment
des associations d'élus locaux qui sont en attente de ce qui est l'ambition du Sénat. C'est celle de la lettre E, qui est l'efficacité de l'action publique, et un texte, le président l'a dit, qui est attendu depuis fort longtemps. Donc nous nous sommes attachés à donner un peu de souffle, peut-être beaucoup, même je l'espère, à ce texte qui, je le rappelle, s'inscrit dans l'annonce faite par le président de la République de répondre aux propos qu'il a fortement entendus au moment du grand débat, et également aux conséquences ou aux effets que nous avons pu constater pendant la crise sanitaire, ce qui renforce notre obligation d'ambition. Alors, le premier point, c'est la différenciation, c'est-à-dire c'est affirmer la diversité des territoires et la nécessité, dans une République une et indivisible, de permettre d'adapter des dispositions nationales à des réalités locales dans un seul objectif d'ambition. Encourager la différenciation, ça n'est nullement fracturer le principe d'égalité, mais bien au contraire, et le Conseil d'État le dit lui-même, que l'objectif d'égalité sous-tend un principe de différenciation, puisque pour que jusqu'au dernier kilomètre et jusqu'au dernier citoyen, l'égalité des droits soit une réalité, il faut savoir adopter les réponses. Donc, dans le texte du gouvernement, il y avait une reprise, on va dire un copier-coller de dispositions constitutionnelles. Nous en avons accru la portée en affirmant dans ce texte que la différenciation doit être un objectif qui doit être pris en compte dans les dispositifs législatifs, et nous avons même inscrit ou proposé une procédure ad hoc. Donc nous affirmons que la différenciation doit être non seulement prise en compte dans tous les textes législatifs, mais que c'est un objectif, encore une fois, pour garantir l'égalité des droits. Le deuxième point, c'est le pouvoir réglementaire local. Donc on connaît cette impression de vivre parfois en Absurdistan quand on a des règlements nationaux extrêmement stricts, extrêmement uniformisants, qui font que parfois, pour certains sujets et dans certains territoires, l'action publique est juste irréalisable. Donc nous souhaitons pouvoir donner aux collectivités locales un pouvoir réglementaire qui est encadré, c'est-à-dire ça n'est pas une liberté qui est donnée à tous les territoires d'organiser leurs propres dispositions législatives territoriales, si je puis dire, mais dans le cadre d'un encadrement et d'une autorisation donnée par le législateur, on va permettre que des territoires puissent adapter des dispositions. Ça peut être vrai en matière de logement, ça peut être vrai en matière d'aides qui sont données à certaines structures. Le troisième article, qui est un article dont on ne perçoit pas vraiment l'importance, concerne cet objet qui a été créé par la loi MAPTAM, qui est la CTAP, la Conférence territoriale de l'action publique, sur lequel les élus ont beaucoup de choses à dire. Parce que je rappelle que dans la consultation que le Sénat a organisée, qui a réuni 3200 avis, la CTAP a été évoquée. C'est un espace de dialogue entre l'ensemble des collectivités d'un territoire régional. Ça nous semble extrêmement important que ces collectivités territoriales aient un espace de rencontre et d'échange, parce qu'elles sont amenées à travailler ensemble, mais que nous ne souhaitons pas que ces CTAP se voient confier des missions particulières qui viendraient entraver la libre administration d'autres collectivités. C'est pourquoi nous avons rejeté l'article tel qu'il est proposé par le gouvernement, mais que par contre, nous avons bien retenu cette idée proposée par le département de capacité de collectivité à déléguer une partie de leurs compétences à une autre collectivité. Je prends l'exemple de l'économie, qui est de la compétence de la région. On peut imaginer que là où c'est utile, la région permette, dans un cadre très strict à un département, d'intervenir dans le champ de l'économie de proximité. Et nous attendons le gouvernement sur ce sujet, parce qu'il ne peut pas y avoir de décentralisation et d'agilité
si on refuse cette possibilité de souplesse pour sortir d'un carcan qui, trop souvent, a rendu les choses difficiles et créé de la tension entre les élus. C'est pourquoi, dans le même esprit, nous allons permettre ce que nous avions déjà voté ici au Sénat, c'est le transfert à la carte de compétences au sein des EPCI. Les compétences obligatoires ont leur utilité, mais sans doute que certaines, mal appréciées d'une manière nationale, méritent d'être affinées dans leur répartition au niveau territorial. Et je donne un exemple dont on parle souvent, il commence à devenir rayonnant, c'est le fameux nid de poule dans la voirie. Ensuite, sur la décentralisation, alors là, l'excès de timidité est assez remarquable, puisque vous savez que la loi a confié à des collectivités des compétences. Je prends l'exemple de la compétence sociale, et notamment autour de l'enfance et de la petite enfance, des départements. Je pense aux obligations qui sont faites aujourd'hui aux collectivités sur la restauration dans les cantines des collèges et des lycées. Les 2 dernières semaines au Sénat, on a beaucoup parlé de ça. Or, un président de région qui a une obligation de respecter un approvisionnement en produits bio ou en circuit court dans les cantines de ces lycées est incapable de répondre à cette obligation, puisque le gestionnaire n'est pas un personnel du conseil régional, mais il dépend du directeur du lycée, qui est un personnel d'État. Et que nous pensons que c'est quand même assez, astucieux, c'est le minimum que l'on puisse penser, de confier à celui qui a les obligations de faire les ressources, y compris les ressources humaines. Nous proposons la même chose sur la médecine scolaire, et aussi pour les personnels de direction et adjoints des établissements petite enfance. Et enfin, sur le champ de la cohérence et de l'efficacité, nous proposons que la région, qui a la compétence économique, qui intervient aussi dans le champ de la formation, la région puisse coordonner tout le service à l'emploi, qu'il soit de l'État ou qu'il soit de la responsabilité territoriale. Je vous remercie. Merci, Mme Gatel. Monsieur Darnaud. Oui, je vais m'efforcer d'être très synthétique. Plus bref, on va essayer, Mme Gatel. Non, juste, si je devais résumer à mon tour en faisant bien les propos qui ont été tenus par ma collègue Françoise Gatel, je dirais que ce texte aurait pu finalement être une rencontre entre la cohérence sénatoriale et l'incohérence gouvernementale. 2 mots pour illustrer ce propos-là. Cohérence sénatoriale parce que finalement vous retrouvez dans ce texte tout ce que le Sénat n'a cessé de dire, de redire, que ce soit lors du vote de la loi NOTRe. Je pense notamment à la volonté que nous portons depuis longtemps de demander à ce que les régions soient chefs de file en matière d'emploi et d'activité économique, parce que quand on parle de décentralisation, le dire c'est bien, le faire c'est encore un peu mieux. Et le président Buffet l'a rappelé, les mesures en matière de décentralisation sont relativement timides, pour ne pas dire évanescentes dans ce texte-là. Cohérence sénatoriale aussi, parce que vous retrouverez dans ce texte tout ce que nous portons, ce que nous avons proposé il y a 1 an et ce que nous rappelions lors de la précédente conférence de presse il y a 4 semaines, notamment, et Alain Milon y reviendra, sur les conséquences que nous avons tirées de cette crise sanitaire, notamment au travers de la gouvernance sur les agences régionales de santé. Cohérence encore parce que vous retrouverez les dispositions que nous ne cessons de rappeler au gouvernement sur les questions de l'eau et de l'assainissement, qui ne sont pas des caprices sénatoriaux, mais le reflet de ce que vivent nos élus et de ce que demandent nos élus sur le territoire. Cohérence encore sénatoriale, parce que lorsque l'on parle et que l'on veut tirer des conséquences de cette crise sanitaire, à l'évidence, il faut un mouvement de déconcentration qui accompagne le mouvement de décentralisation. Et comment peut-on agir ainsi si l'on ne donne pas, si on ne renforce pas considérablement les pouvoirs, notamment de dérogation des préfets de département. Incohérence gouvernementale, parce qu'à l'évidence, on ne peut pas parler de cohérence gouvernementale quand ce texte porte un dé qui est celui de la déconcentration
et que la ministre de Montchalin vienne nous annoncer qu'elle regrette la timidité lors d'une audition des mesures relatives à la déconcentration, mais qu'elle nous donne rendez-vous, heureusement, dans un mois, lorsque le Premier ministre Castex annoncera avec elle une multitude de décisions et de prise de position sur la déconcentration lors d'un prochain comité interministériel. Vous en conviendrez, il n'y a pas mieux pour tuer un texte que de nous annoncer que finalement l'essentiel de la déconcentration se passera hors du texte qui porte justement un souffle en matière de déconcentration. Incohérence gouvernementale, disons les choses très clairement, car l'une des principales mesures de ce texte, c'est notamment le transfert des routes nationales vers les départements et les régions, et qu'à l'instant où nous vous parlons, nous ne connaissons pas encore, alors que nous avons voté hier, pris des positions en commission pour arrêter le texte, la liste des routes qui ont vocation à être définitivement transférées de l'État vers les collectivités territoriales. Je le dis avec regret parce que nous ne cessons de le dire, texte après texte, le travail du Parlement est considérablement abîmé, voire piétiné, s'agissant de ce texte, par cette incohérence gouvernementale. Et que nous ne pouvons pas, expertiser un texte qui est pour nous essentiel. Nous n'avons cessé de le dire. Une des réponses à la crise que nous vivons, à la crise démocratique, à l'abstention malheureusement que nous avons eu à dénombrer, c'est aussi le sentiment que nos concitoyens réclament toujours plus de proximité, souhaitent comprendre, lire l'action publique, et comment mieux comprendre et mieux lire qu'en actionnant, des mesures de décentralisation. C'est notre volonté, c'est une volonté que nous n'avons cessé ici d'affirmer au Sénat, qui trouve encore des propositions très concrètes dans ce texte. Enfin, et pour finir, un mot sur la simplification. Le Conseil d'État lui-même a dû sacrifier un dé, celui de décomplexification. Pourtant, les élus ne cessent de le dire. Stop au stock et au flux de normes. Il faut simplifier. Or, je vous invite à regarder les mesures dites de simplification dans ce texte. La plupart n'apportent quasiment rien. Et une grande partie, que nous avons d'ailleurs supprimée hier en commission, sont de nature à complexifier les choses, à apporter encore des contraintes supplémentaires et des charges nouvelles aux collectivités et singulièrement aux communes. Vous savez qu'on est très attaché ici au Sénat à la France communale, nous ne cessons de le dire, très attaché au pouvoir de subsidiarité, au principe de subsidiarité aux collectivités. Et je crois qu'à un moment donné, malheureusement, quand on parle du souffle absent dans ce texte sur les 3D, je crois que malheureusement les faits nous donnent raison. Et finir par vous dire qu'il y a un mois pourtant devant vous, nous avions abordé ce texte avec une volonté d'avancer. Je crois que nous n'avons cessé, que ce soit sur engagement proximité, que ce soit sur la simplification en matière d'expérimentation, d'apporter une volonté de coécriture, d'action en soutien de toute initiative gouvernementale qui irait dans le bon sens. Nous n'avons jamais fait preuve d'une volonté d'obstruction. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est pourquoi nous attendons enfin du gouvernement qu'il nous donne des réponses à nos questions et surtout qu'il nous permette de prendre en compte, des demandes qui sont des demandes insistantes de la part du Sénat. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Milan. Oui, merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne donc plus particulièrement la Commission des affaires sociales, nous avons eu à examiner 10 articles de ce projet de loi, 10 articles relatifs à la santé ainsi qu'aux compétences sociales et médico-sociales des collectivités territoriales. Je dois dire que les dispositions que nous avons eu à examiner, ce sont plutôt des dispositions disparates qui sont, pour notre part, de faible portée, en tout cas qui ne suivent pas toujours un fil conducteur clair. Ainsi, certains sujets abordés par ce projet de loi seront par la suite abordés de manière beaucoup plus globale dans des projets de loi beaucoup plus importants. Je pense en particulier au projet de loi annoncé sur le grand âge. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, vous non plus, mais j'espère qu'il arrivera un jour. Et puis au projet de loi sur la protection d'enfance, qui lui a déjà été étudié au niveau du Conseil des ministres. En ce qui concerne le projet de loi sur la protection de l'enfance, je dois vous dire par exemple que l'un des articles de ce projet de loi 3DS qui nous est présenté concerne les MNA, les mineurs non accompagnés, et on retrouve cet article dans la protection de l'enfance à la virgule près. Et donc plus intéressant pour nous, c'est la commission des lois qui le décidera, ce n'est pas la commission des affaires sociales, mais de voir si on ne peut pas plutôt discuter cet article-là dans la protection de l'enfance plutôt que dans la loi 3DS. Pour ce qui nous concerne, le volet relatif à la santé,
Les deux articles importants sont l'article 31 et l'article 32. Le 31 revoit, à la suite de ce que nous avons connu pour la crise Covid, la gouvernance des agences régionales de santé. Cet article 31 nous propose, à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, un conseil d'administration plutôt qu'un conseil de surveillance, et nous sommes d'accord sur le principe, et 3 élus locaux faisant partie de ce conseil d'administration. Nous sommes allés beaucoup plus loin que l'Assemblée nationale, puisque nous proposons, nous, une coprésidence des conseils d'administration des ARS, une coprésidence dirigée à la fois par le président de la région et par le préfet de région. Et nous proposons aussi que, à l'intérieur du conseil d'administration, les voix des élus locaux soient en nombre égal aux voix des élus de l'État. Enfin, nous proposons surtout, ce qui me semble être aussi extrêmement important, c'est que le projet régional de santé, vous savez qu'il est en principe mis en place pour 5 années, ce projet régional de santé ne soit plus soumis pour avis simplement au conseil d'administration, mais soumis au vote, avec un vote positif ou un vote négatif. Et si le vote est négatif de la part du conseil d'administration, le directeur de l'ARS doit revoir sa copie pour le soumettre à nouveau au conseil d'administration. Ça nous semble être extrêmement important que ce PRS soit soumis à l'approbation du conseil d'administration, dans lequel, je vous rappelle, il y a un nombre de voix égales des élus locaux et des élus de la nation. Pour ce qui est de l'article 32, qui est le principe du financement par les collectivités territoriales des établissements de santé publics et privés, nous avons considéré, à la suite des auditions des maires, des départements et des régions, que cet article était dangereux, dans la mesure où l'État pourrait très bien, pour financer un projet, demander le cofinancement et de la région, et du département, et de la commune. Et si la commune n'avait pas les moyens de payer, l'État pourrait dire écoutez, la commune ne veut pas payer, donc on ne fait pas le projet. Donc on a mis en place une gradation dans les financements. Les communes et les départements peuvent financer des financements, des investissements d'équipement et pas d'immobilier, et d'équipements de proximité, la région, elle, finançant les équipements de nature régionale ou de nature nationale, en ce qui concerne évidemment les CHU en particulier. Quand on pense à national, on pense au CHU, au centre hospitalier universitaire. Pour ce qui est du volet médico-social, il y a l'article 35 que la Commission des affaires sociales a supprimé, c'est la recentralisation du RSA en expérimentation pour le département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes conscients que la Seine-Saint-Denis a besoin que cette recentralisation se fasse. Il n'est pas question pour nous de supprimer définitivement, mais nous avons, dans nos auditions, demandé à plusieurs reprises que nous ayons des retours de l'expérimentation qui est mise en place depuis 2019 à Mayotte, en Guadeloupe et à La Réunion, et nous n'avons jamais eu aucune réponse. On ne sait pas combien il y a eu de RSA depuis 2019 jusqu'en 2021, si ce nombre a augmenté, si les allocations ont augmenté, si ce nombre a diminué, si les allocations ont diminué. Et donc, nous souhaitons savoir comment ça va se passer. Ensuite, il faut savoir que s'il y a une recentralisation, nous souhaitons savoir comment vont se faire payer les allocations. Est-ce que c'est l'État seul qui paye ou est-ce que l'État va demander quand même une participation au département? Est-ce que le nombre de RSA va augmenter? S'il augmente, qui va payer? Tout ça, on ne sait pas. Donc, nous avons voulu supprimer cet article en mettant le gouvernement au pied du mur afin qu'il nous donne plus de précisions, au moins en séance, faute de nous l'avoir donné dans le cadre de nos auditions. Pour ce qui est de l'article 36, il s'agit de la compétence départementale de coordination de développement d'habitat inclusif. Nous avons assorti cet article de leviers plus opérationnels qui sont d'ailleurs suggérés dans le rapport de Piveteau-Wolfrom. Enfin, je voudrais terminer par l'article 38. Nous avons supprimé la possibilité pour l'État de donner la responsabilité totale des pupilles de l'État au département, pour une raison toute simple, c'est qu'encore une fois, c'est un article qui vient se greffer comme ça dans une loi de 3DS, et qu'il y a une loi qui va arriver, enfin, il y a un projet de loi qui va arriver en principe en septembre sur la protection de l'enfance, et que là aussi, les pupilles, ça fait partie de la protection de l'enfance. Donc nous attendons plutôt le projet de loi de M. Adrien Taquet pour savoir ce qu'il en fera. Donc on l'a supprimé de là, on en rediscutera en septembre. Voilà en gros la façon dont la Commission des affaires sociales, en accord avec les rapporteurs d'Arnaud et Gatel, a travaillé sur le sujet. Monsieur Guéret. Monsieur le Président, mes chers collègues rapporteurs, mesdames, messieurs les journalistes, sur les articles 9,
13, 61 et 62, dont j'avais la charge, les amendements adoptés par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'inscrivent dans 3 axes. Renforcer les outils mis à la disposition des collectivités territoriales dans le domaine des infrastructures de transport, mieux ancrer dans les territoires les politiques sanitaires et environnementales, et assurer l'effectivité des dispositions du projet de loi. D'abord, sur le transfert des petites lignes ferroviaires aux régions, nous avons souhaité garantir la cohérence du réseau ferré national grâce à la transmission d'un socle commun de règles de sécurité et de maintenance aux futurs gestionnaires de ces lignes de desserte fine. Afin de favoriser la qualité du service, la Commission a également adopté un amendement permettant aux régions de conclure un contrat de performance avec le futur gestionnaire d'infrastructures sur le modèle du contrat de performance qui existe entre l'État et SNCF Réseau. Ensuite, la Commission a souhaité donner plus de portée au rôle de chef de file des régions dans le domaine de la protection de la biodiversité en leur conférant le pouvoir de proposer la création de sites Natura 2000 et en les associant mieux au processus de désignation de ces sites. Enfin, la Commission a fait le choix de recalibrer le champ d'application du régime de protection dont font l'objet les alignements d'arbres en excluant les voies de communication privées afin d'assurer un meilleur équilibre entre protection de l'environnement et du patrimoine paysager et respect du droit de propriété. J'ajoute que notre commission a adopté 14 autres amendements sur les articles dont elle était saisie pour avis, dont 13 faisaient l'objet d'une position commune avec les commissions des lois et des affaires sociales par lesquelles ils ont été repris. Je citerai les propositions les plus emblématiques, dont certaines ont été inspirées par le rapport 50 propositions, Françoise Gatel en a parlé, pour le plein exercice des libertés locales, publié par le Sénat en juillet 2020. Prévoir l'information des collectivités en amont du transfert des routes nationales à la carte, afin de leur permettre de se décider en connaissance de cause, notamment s'agissant de l'état du réseau. Allonger le délai laissé à ces collectivités pour se porter candidates au transfert. Renforcer la représentation des élus locaux au sein du conseil d'administration de l'ADEME et des ARS, afin de renforcer la proximité de l'action de ces établissements publics. Et enfin, réformer le CEREMA pour lui conférer un fonctionnement plus efficace et permettre un partage équitable des outils d'ingénierie territoriale entre l'État et les collectivités. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les points essentiels que je tenais à porter à votre connaissance. Monsieur le rapporteur, voilà, ces présentations sont terminées. L'objectif maintenant est de répondre pour le rapporteur à vos questions, si toutefois, si vous en aviez, naturellement. Alors, pas de questions. Ah bon, Madame. Oui, parlez bien dans le micro, il faut appuyer sur le bouton rouge, voilà, vous approchez, c'est parfait. Bonjour, Marie Guiton pour Contexte. Je voulais demander à Monsieur Darnaud, parce que vous disiez que vous n'aviez toujours pas de nouvelles du gouvernement. Enfin, visiblement, vous n'en avez pas. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup d'amendements du gouvernement déposés à ce stade. Vous attendez quoi? Le dialogue est complètement rompu? Vous avez quand même une idée de ce qu'il va faire? Non, c'est absolument pas dans le dialogue ou la capacité d'échange. D'ailleurs, on a cessé de saluer les contacts que nous pouvions avoir avec Jacqueline Gourault. Je crois qu'il y a malheureusement plusieurs ministres qui sont concernés par ce texte et on n'arrive absolument pas à avoir de cohérence. Enfin, je ne veux pas trahir de secret puisque l'audition était publique. Madame Gourault s'engage à nous donner la carte des routes transférées. Et audition ici même dans cette salle il y a une semaine, M. Djebari nous explique que nous n'aurons pas la carte, puisque la carte, nous l'aurons une fois le texte voté et les décrets pris. On peut se demander, pardon de le dire aussi clairement, s'il y a un pilote dans l'avion. Il y a un moment donné, on ne peut pas sur un texte aussi important. Je vous rappelle quand même, je l'avais précisé, que ce texte, ce n'est pas n'importe quel texte. Ce texte, c'était tout simplement un engagement à quelques encablures d'ici, dans la salle Clémenceau, du président Emmanuel Macron lors du lancement de la Conférence nationale des territoires. L'engagement avait été pris d'un texte qui avait vocation à reprendre des demandes du Sénat. C'est pour ça que souvent on caricature un peu nos positions, notamment sur des sujets comme eau et assainissement. Mais pardon d'opposer au gouvernement une constance sénatoriale. Ce que nous avons intégré et introduit dans ce texte, nous le disons depuis 3-4 ans. Et les élus des territoires, pardon de le dire, il y a peut-être une petite déconnexion d'ailleurs entre le gouvernement et les élus des territoires à un moment donné, ça n'est que le reflet
de ce que les associations d'élus qui sont venues ici même pour être auditionnées n'ont cessé de dire. Et puisque des fois on nous fait des procès d'intention d'écouter les seules associations d'élus, nous avons auditionné sur la question des routes les vice-présidents des régions qui étaient les plus exposées, les plus concernées par les transferts des routes, notamment, pour ne citer que cet exemple-là. Et tous convergent sur la position qui est celle du Sénat. Donc, quand on veut faire un texte qui a une volonté décentralisatrice de porter la déconcentration comme finalement cet équilibre pour parvenir à une juste décentralisation, faut-il encore à un moment donné qu'on s'appuie sur ce qui vient de se passer avec la crise sanitaire durant plus d'1 an dans notre pays pour en tirer des conclusions et quelque part en phase avec la réalité de ce que vivent nos territoires. Et puis tout simplement en donnant une forme d'agilité qui permet justement d'assurer cette proximité, que ce soit aux préfets de département, que ce soit aux collectivités, qui veulent de plus en plus pouvoir s'organiser sans être complètement régis ou enfermés dans les logiques qui sont celles de la loi NOTRe, c'est-à-dire à chaque compétence, à chaque collectivité une compétence. Or aujourd'hui, il y a nombre d'exemples qui montrent qu'il faut de l'agilité, qu'il faut permettre de travailler par délégation de compétences entre les départements, les régions, que ce soit de façon descendante ou ascendante. Hein. Donc nous, on n'est pas fermés, mais quand on propose un texte avec un titre aussi ronflant, quand on rentre dans le texte, qu'on s'aperçoit que finalement c'est une approche qui est très sectorielle, parce qu'en réalité on ne parle pas de déconcentration ou de décentralisation, on parle d'urbanisme, de transfert de routes, d'aspects sanitaires, sociaux, éducatifs et de simplification. Donc vous voyez, il y a déjà un schisme. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Comme l'a dit Françoise avec une justesse absolue, nous ce qu'on cherche c'est l'efficience. Donc à la limite, et on l'a dit au début de ce texte, et pour qu'il y ait une efficience, faut-il qu'il y ait encore une capacité d'échange et d'écoute. On a le sentiment qu'il y a une écoute, mais que l'écoute ne débouche pas sur une prise en compte des demandes du Sénat qui ne me paraissent pas être outrancières ou aller à l'encontre des aspirations du gouvernement. On a une question. Ouais, allez, rapidement, parce qu'on a une nouvelle question. Oui, ce que l'on vit aujourd'hui illustre bien, je crois, l'enjeu pour le gouvernement. C'est-à-dire, il ne faut pas isoler et traiter en soliste les questions de santé, les questions d'éducation. L'objectif, c'est que l'action publique soit efficace et qu'il faut donc que, dans cette polyphonie interministérielle qui manque un peu d'harmonie, il y ait un chef d'orchestre qui soit désigné et qui approche les choses d'une manière cohérente et intelligente. C'est-à-dire, on retrouve ces poussées, on va dire, d'ambition ou de pouvoir interministériel qui vient bloquer l'efficacité des choses. Donc nous, on espère que d'ici mercredi, il y aura une révolution culturelle au gouvernement. Culturelle. Oui, bien sûr. Il y a une question, je crois. Monsieur, et puis ensuite, monsieur Roger. Patrick Roger, Le Monde. Bon, on a tous compris que l'ambition principale de ce texte portait sur le dé de différenciation. Hein, je voulais savoir, il y a plusieurs questions qui se posent. Je voulais savoir en quoi vous avez accru la portée de cet article exactement, précisément. Ensuite, vous disiez, Madame Gatel, que ce que j'ai compris, c'est que vous tiriez quand même un bilan assez mitigé des conférences territoriales de l'action publique. Quelles nouvelles possibilités de délégation de compétences vous souhaitez accorder entre les collectivités? Et j'ai compris, quand vous dites « nous attendons le gouvernement sur ce point », que c'était un point de discussion important pour vous entre le Sénat et le gouvernement. Et bon, je vais pas être trop long, mais quand même une question sur, là, c'est en matière de décentralisation, du transfert de la compétence du service public de l'emploi aux régions. Est-ce que toutes les régions sont demandeuses de ce transfert? Voilà, je me limite à ça pour l'instant.
Madame Gatel, vous répondez, puis ensuite, ce sera votre tour, madame. Merci, merci, Monsieur le Président. Sur la différenciation, si je puis dire d'une manière simple, nous y allons assez fort, puisque nous partons d'un principe qui est celui auquel nous croyons beaucoup et qui est soutenu par les associations d'élus et par toutes les consultations que nous avons faites. Nous introduisons des possibilités de délégation de compétences d'une collectivité à une autre. Aujourd'hui, la loi dit la compétence économie n'est que le fait de la région. Nous permettons avec ce texte que si la région veut déléguer à un département un soutien, par exemple, au commerce de proximité ou que sais-je, nous offrons cette possibilité par le biais de conventions. Deuxième chose extrêmement importante, qui est une révolution, alors culturelle en l'occurrence pour certains, c'est l'intérêt communautaire dans les métropoles. Aujourd'hui, dans les métropoles, quand la métropole prend une compétence de manière obligatoire, elle la prend toute. Donc je vais redonner l'exemple de la voirie. La voirie a été donnée aux métropoles parce qu'elles ont la compétence mobilité. Il est important que vous maîtrisiez les routes sur lesquelles vont circuler ou des bus ou le tram. Sauf qu'on a aussi donné à la métropole le nid de poule, encore une fois, qui est dans la 50e commune où il n'y a jamais un bus qui passe. Et aujourd'hui, c'est la métropole qui est une énorme machine, parfois très lointaine, qui doit intervenir sur ce qui est une compétence de proximité. Donc nous permettons que dans les métropoles, si les élus le veulent, encore une fois, nous ne contraignons pas, nous donnons la liberté, la capacité de faire, les élus puissent définir la notion d'intérêt métropolitain. Donc c'est ce que nous faisons, c'est vraiment extrêmement puissant, c'est un cadre qui, au lieu de contraindre, permet d'exercer l'action publique à partir d'un principe très simple. Et c'est ça qui devrait tous nous guider, subsidiarité, c'est-à-dire laisser faire au bon niveau la chose qui est à faire. Et nous ne remettons pas en cause l'intercommunalité, les compétences ou les périmètres. Nous venons donner ce que les élus demandent parce que l'action publique est bloquée, c'est la souplesse. Madame. Oui, sur le service public de l'emploi, alors sans doute qu'on a un écart avec le gouvernement. Nous pensons que la région doit tout au moins exercer un rôle de coordination. Pourquoi ? C'est parce que la région est compétente en matière d'économie, intervient aussi dans les champs de la formation et que, pour être cohérent, il faut que celui qui a la compétence ait la totalité des leviers de la chaîne. Et oui. Bonjour, Marion Mourgue, Le Figaro. Vous avez tous souligné le manque d'ambition de ce texte et le fait aussi que le gouvernement n'a pas l'air d'entendre ce que vous préconisez. Qu'est-ce qui se passe dans un mois si justement vos travaux et vos recommandations n'ont pas été entendus ? Pardon. Ouais. Allez-y, monsieur. Tout simplement, on a été très clair depuis le début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne donnait pas un chèque en blanc, on partait d'un postulat qui était un postulat favorable à toute démarche qui va vers plus de décentralisation, comme l'a dit Françoise Gatel à l'instant, de déconcentration, qui respectait l'esprit du texte pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'engagement de la part du président de la République, réaffirmé par le Premier ministre Castex, et on a d'ailleurs salué le fait que ce texte arrive au Parlement. Donc aujourd'hui, on ne peut surtout pas nous faire un procès en sorcellerie, considérant que nous soyons là pour faire de l'obstruction. Donc on va être très pragmatique, c'est-à-dire que on a clairement dit que s'agissant des sujets liés à la loi SRU, au sujet qu'évoquait Alain Milon, aux conditions de transfert des routes nationales, comment voulez-vous que nous, on valide un texte qui ne définirait ni les conditions dans lesquelles vont s'opérer, au-delà même d'ailleurs des cartes des routes, parce qu'on peut considérer que les cartes des routes, c'est un accord entre l'État et les collectivités. Par contre, toutes les collectivités nous disent, attention, vous, Sénat,
veiller à ce que les conditions de transfert soient clairement édictées, qu'on sache où on va, parce qu'il ne s'agit pas qu'on dise « oui, on veut récupérer la RN 102 en Ardèche et en Haute-Loire, on veut récupérer la RN 88 entre Lyon et Toulouse », sans savoir vers quoi on va, quels moyens nous aurons, et surtout, parce que vous allez avoir des transferts de personnel de l'État vers les collectivités, tous les agents des DIR. Donc vous imaginez bien que c'est quand même une révolution pour les collectivités. Ça, c'est un vrai mouvement décentralisateur. Et comme tout mouvement, il faut qu'on sache où on va. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, et c'est d'ailleurs vraiment l'ADN du Sénat, et nous l'avons réaffirmé, on est très attaché à l'étude d'impact, à connaître les conditions qui vont prévaloir à ces transferts, et surtout à la capacité derrière d'évaluer. On a cessé de dire que nous, on est aussi très intéressés par l'évaluation ex post, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des études d'impact, mais faut-il encore être en capacité de faire de l'évaluation à terme? Et on ne peut pas faire d'évaluation si on n'a pas les conditions dans lesquelles doivent s'opérer les transferts. Donc tout ça pour dire que si les conditions ne sont pas remplies, à l'évidence, et nous n'avons cessé de le dire, nous n'irons pas, et il ne m'appartient pas de le dire, mais en tout cas c'est ce que nous n'avons cessé de dire collectivement, vers une CMP qui sera conclusive. Ça, mais on l'a clairement dit au niveau gouvernemental. Et le Sénat aura ses exigences, il va fixer ses exigences dans le texte, l'Assemblée nationale s'en saisira, et on verra ce qu'elle fait de ses exigences. On peut bien imaginer qu'à un moment, et c'est normal, dans le processus parlementaire, il y aura un échange, et qu'en tous les cas, le niveau d'exigence voulu par le Sénat sera défendu, et fermement défendu, compte tenu à la fois des enjeux territoriaux et de l'expertise qui est la nôtre, d'une part, et compte tenu du travail qui a déjà été fait dans la maison. C'est quand même ça l'idée. Monsieur. Bonjour, Thierry Dupont pour Contexte. J'ai bien compris que vous étiez attaché au principe de à la carte pour les compétences. Il ne m'a pas semblé que certaines associations d'élus étaient favorables à ce à la carte. Je pensais notamment à la DCF ou à France Urbaine en s'agissant des métropoles. Est-ce que vous ne craignez pas de réveiller une guerre des strates entre les collectivités? C'est plutôt pour la paix, nous. Mais oui, alors nous sommes extrêmement pacifistes et nous sommes profondément lucides. Moi, je veux bien qu'on se cramponne à des principes dès lors qu'ils ont fait la preuve de leur efficacité. Nous ne serions pas là aujourd'hui avec vous, ni à passer 2 semaines avec le gouvernement, si les lois territoriales précédentes, la loi NOTRe, la loi MAPTAM, avaient été lumineuses. Allez dans les territoires, partout où vous voulez et très librement, vous allez trouver partout des élus plutôt vertueux, qui ne sont pas naturellement grognons, qui se sont retrouvés enfermés dans des intercommunalités, parce que, appelons les choses par leur nom, qui ont été trop pesantes et qui étaient empesées par des transferts obligatoires de compétences. Alors que ici, au Sénat, et alors ne faisons pas au Sénat une guerre de tranchées avec cette histoire. Alors, ce n'est pas vous, mais je sais que ma parole peut être entendue au-delà d'ici. Ne faisons pas au Sénat le procès d'un excès d'amour de la commune au détriment de l'interco. Le fait communal est une réalité dans ce pays, et Dieu sait si le mouvement des Gilets jaunes, l'élection encore fréquentée des maires montre que la proximité, c'est ce qui va sauver cette cohésion sociale. Maintenant, nous défendons l'intercommunalité parce qu'elle est vertueuse et elle est efficace, on en a besoin. Mais pour ça, il faut qu'elle soit vertueuse, c'est-à-dire qu'elle soit bien dimensionnée et que le nid de poule, expliquez-moi comment une métropole peut revendiquer l'intérêt du rayonnement d'un nid de poule quand elle doit à la fois impulser des thématiques en matière de recherche, en matière d'économie. Est-ce que le nid de poule n'est pas mieux géré à ce niveau-là? Donc nous ne détricotons rien du tout. Et sincèrement, on a un dialogue plutôt posé et exigeant avec la DCF, qui est une association extrêmement raisonnable et extrêmement performante. Il n'y a aucun lien avec la fin de mon propos, mais moi j'y ai été longtemps et je m'entends très bien avec eux. Sauf que nous, on ne défend pas telle catégorie de collectivité ou de groupement. Nous, on défend l'efficacité de l'action publique.
avec ce principe de subsidiarité. Soyons juste intelligents, faisons les choses simples et efficacement. Donc certainement que la DCF a moins de séduction pour les sénateurs que nous sommes, parce qu'on nous prête une image un peu caricaturale. Et sincèrement, dans ce texte, je mets au défi de la DCF d'avoir l'impression qu'on détricote. Quand on vient juste mettre l'intérêt communautaire, c'est juste de la souplesse que l'on met pour que ça se passe mieux. Si une interco veut garder toute la compétence, elle la garde. Si ça ne marche pas, est-ce qu'on peut lui permettre de respirer ? Une expression consacrée qui est l'intelligence territoriale. Oui. Ce que l'on essaye de faire au Sénat, c'est un peu de cette nature. C'est-à-dire de prendre les mesures et les moyens qui sont les plus efficaces au service des habitants des territoires. On sait bien, tous ici, nous avons tous été des élus locaux, maires, tous en responsabilité, que la première des obligations qu'on nous demande, c'est de remplir les causes du quotidien et de les remplir dans les meilleures conditions possibles. Les grands projets, globalement, on y arrive. Mais c'est le quotidien qui est le plus fondamental. Et il n'y a pas de grands projets possibles s'il n'y a pas de quotidien parfaitement, enfin de politique quotidienne parfaitement remplie. C'est la règle. Et on est dans cet état d'esprit. Juste pour apporter un mot, parce que souvent on discute, on a l'impression qu'on s'envoie des vérités à la tête. Moi, j'invite juste à regarder les faits, simplement les faits. Tout ce qu'on a dit depuis le vote de la loi NOTRe, c'est avéré une réalité. Quand on a dit que les intercommunalités XXL, ça ne marcherait pas, et bien ça y est, ça commence. C'est-à-dire qu'avec les possibilités offertes d'engagement et proximité, on commence à avoir dans le Morbihan des intercommunalités qui veulent se scinder. Parce que quand on fait du trop grand, trop vaste, ça ne fonctionne pas. Le big is beautiful, en réalité, ça ne marche pas. Dans un temps où nos concitoyens veulent comprendre et lire l'action publique, si vous faites des immenses régions qui parleront demain à des immenses intercommunalités, vous diluez la proximité et ça ne fonctionne pas. Les gouvernances pléthoriques, on le sait très bien, ça ne fonctionne pas. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans un moment, dans un temps politique important, où il y a deux façons de lire la carte de nos institutions et l'avenir institutionnel. C'est soit on fait confiance aux élus et on donne un peu plus de liberté, d'agilité et de capacité via la différenciation territoriale, à s'organiser, considérant qu'on a des problématiques territoriales qui ne sont pas du même niveau dès lors qu'on est en Ardèche, dans le Bas-Rhin ou dans le Morbihan, parce qu'il y a un passé, il y a une culture, il y a une histoire. Alain Milon est dans un département ou un nombre de communes qui est bien inférieur à ce qu'on peut avoir en Seine-Maritime, et c'est un rapport de 1 à 8. Voilà. Là, tout ça, c'est le fruit d'une histoire, mais c'est aussi une réalité. Soit on considère qu'il faut prendre un marteau et on tape sur la tête des élus pour les contraindre à rentrer dans un cadre. Ça, c'est à mon avis la déviance de la loi NOTRe. Nous, on est contre ça. Oui. Antonio Rodriguez, AFP. Je vous prie de m'excuser, je suis arrivé en retard et ce retard explique peut-être une mauvaise perception de ce que je vais dire, mais l'impression que j'ai depuis que je suis arrivé, c'est que ce que vous présentez, c'est un chamboulement complet de cette loi 4D. Ça commence déjà par le nom, alors je ne sais pas si ça vient du Sénat ou si ça vient du ministère. La 4D devient 3DS, le S est en simplification, mais je me demandais si ce n'était pas Sénat également. Est-ce que effectivement c'est un chamboule-tout que vous proposez, et le risque que vous avez évoqué tout à l'heure en répondant à ma collègue, c'est que ce projet de loi en l'état ne voit jamais le jour. Et j'aurais une deuxième question suite aux régionales et départementales qui viennent d'avoir lieu. Je me demandais si vous aviez une mesure, ou peut-être concrète, une idée de mesure qui renforcerait l'attrait des collectivités et qui renforcerait évidemment la participation lors des prochaines élections. Un mot rapidement. Il y a deux façons de voir les choses. Sincèrement, quand on rentre dans le terrain, on n'a rien détruit, on n'a rien démoli. On a enrichi. On a achevé cette architecture bancale. Mais sincèrement, on l'a nourrie, et parlez-en aux élus, vous allez voir, même le gouvernement le reconnaît. Donc on a approvisionné ce texte. On l'a accueilli d'une manière positive. Encore une fois, même la ministre a salué l'accueil qui avait été fait au Sénat
On a reproché à la ministre sa timidité, on lui a dit on va s'occuper du reste. Mais on est dans un état d'esprit constructif. Troisième point, sincèrement, la question que vous posez, comment on ramène les citoyens aux urnes, je ne pense pas qu'on va la traiter aujourd'hui. Par contre, sincèrement, le jour où tous les Français, jusqu'au dernier kilomètre, verront qu'il y a de l'efficacité. Encore une fois, je repars du fameux nid de poule qui peut être caricatural, mais que le nid de poule est bouché, que les personnes âgées ont des solutions, qu'il y a des mobilités, que le président du département, il peut avoir autorité sur son personnel, ce qu'il n'a pas aujourd'hui pour s'occuper de la petite enfant, ça ira peut-être mieux aussi. Donc 4D, c'est aujourd'hui un peu invisible pour les gens, parce que c'est de l'architecture, c'est un mécano. Donc, nous, différenciation, déconcentration, c'est des outils pour un objectif qui est le nôtre. Et c'est le seul qu'on poursuit. Et le gouvernement, il doit certainement avoir le même que le nôtre. Ce n'est pas possible autrement. C'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'on soit utile aux concitoyens. Et sincèrement, moi, je pense qu'il y a urgence. Parce qu'on ne peut pas passer notre temps à faire des lois territoriales, à les corriger et à y revenir tout le temps. Et donc, aujourd'hui, c'est l'heure de vérité pour le gouvernement comme pour nous. Et donc, le message, il est clair. Nous, on apporte des choses qui sont avérées. Il appartiendra à chacun qui a un rôle à jouer de l'entendre et qu'on construise ensemble une solution positive. Monsieur Darnaud. Oui, pour répondre déjà à la question, 3DS, c'est pas le Sénat, c'est le Conseil d'État, hein, qui a considéré justement que le D, ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, que le D de décomplexification, il était vide de sens, donc il valait mieux l'appeler simplification, et donc ça a donné 4D puis 3DS. Sincèrement, si on est honnête, je ne pense pas qu'il faille attendre de ce texte, j'allais dire, un outil qui permettra de passer de 30% de participation à 60% demain. Et je pense que la crise, elle est beaucoup plus profonde. Elle met en avance une forme de défiance vis-à-vis des élus, c'est évident. En revanche, ce qui est une certitude, et vous aurez pu l'observer dans certaines régions, ce qui a concentré l'intérêt des électeurs n'étaient pas des enjeux nationaux. Heureusement, vous allez me dire, pour une élection ou un scrutin local, mais ce qui intéresse de plus en plus nos concitoyens, ce sont les problématiques locales. Regardez la question du Grand Est, avec la question de la collectivité européenne d'Alsace, avec le positionnement de la ministre Klinkert par rapport à Jean Rottner. Les sujets qui ont intéressé les électeurs dans cette région, c'est quel est-il advenir de la collectivité européenne d'Alsace? Quel est son avenir? Plus d'Alsace, moins d'Alsace. Et on voit bien que ce sont des sujets de plus en plus structurants. Donc la lecture locale, elle permet de redonner le sentiment à nos concitoyens qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux territoriaux. Et le deuxième point, et c'est notre ambition, c'est que la décentralisation, tout ça, ce sont des grands termes, mais derrière, c'est quoi? C'est la capacité de donner à nos concitoyens le sentiment que la prise de décision, qu'une partie de la prise de décision ne leur échappe plus, parce qu'en fait, elle est prise dans leur préfecture de département, dans leur préfecture de région, et qu'ils ont une capacité à lire un peu mieux, je ne dis pas beaucoup mieux, mais un peu mieux, cette action publique, ou en tout cas, d'avoir accès à celles et ceux qui la prennent. Donc, et ça, je veux dire, on le vit tous les jours dans nos territoires, dans nos départements, dans nos régions. Et l'ensemble des sénateurs ici pourraient le dire, mais des députés comme des élus locaux. Je crois que nos concitoyens, ils ont envie d'avoir un interlocuteur. C'est pour ça que nous préférons le préfet de département au préfet de région, dans la capacité qu'il a à coordonner l'action publique, notamment en période de crise, quand il a fallu mettre en place les protocoles sanitaires, l'acheminement des masques, quand il faut traiter des questions environnementales, quand il faut traiter des questions de soutien financier aux collectivités, parce que c'est tout simplement, ça répond à une logique de proximité. Et ça, je pense que c'est pas la réponse, mais c'est une partie de la réponse du fait que nos concitoyens se détournent un peu parce qu'ils n'ont plus le sentiment d'avoir accès à la prise de décision. Je suis habitant de tel ou tel territoire. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est si l'interlocuteur que j'ai en face de moi, qui s'appelle le maire ou notre élu, est en capacité de répondre à mon problème et de résoudre mon problème. C'est assez simple, c'est assez basique, mais en réalité, c'est ce qui crée le lien de confiance et c'est ce qui crée le fait que les concitoyens ont une participation importante aux élections municipales parce qu'ils sont attachés et qu'ils ont cette proximité. L'enjeu, il est là. Je crois que
on n'augmentera pas une participation aux élections en changeant les modalités de vote ou en changeant telle ou telle chose. On augmentera la participation aux élections, comme on l'a aux élections municipales, par ce lien renforcé, cette simplicité, cette clarification et cette responsabilité. Bon, après, on peut raconter beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y a, parmi les journalistes qui sont en visioconférence, y a-t-il des demandes de parole? Parce que j'ai eu peur d'avoir raté éventuellement une demande. C'est donc un silence approbateur. Monsieur, je vous en prie, monsieur Patrick Roger. Oui, s'il n'y a pas de demande donc, depuis 3 ans, Territoires Unis, qui est largement parrainé par le président du Sénat, Gérard Larcher, n'a cessé de dénoncer un mouvement de recentralisation et de demander un grand souffle de décentralisation, avec des demandes. C'est la culture, le sport, tout était bon à décentraliser, sauf les compétences régaliennes. Et puis, sincèrement, dans le texte là qui est issu de la commission, je ne retrouve pas ce grand souffle de décentralisation. Certes, il y a les gestionnaires de collèges et de lycées, il y a le service de l'emploi. Sur les routes, allons-y mollo, même s'il y avait des demandes, notamment du côté alsacien, vous en parliez tout à l'heure, de récupérer les... Mais à part ça, alors qu'est-ce que ça traduit? Est-ce que finalement le Sénat, même s'il a longtemps appuyé, enfin du moins son président, les revendications de Territoires Unis, juge que c'est pas la priorité? Est-ce que ça traduit le fait que même entre les collectivités territoriales, il n'y a pas forcément un accord total sur les compétences à décentraliser? Mais enfin, toujours est-il que moi, je ne retrouve pas dans le texte de la Commission ce grand souffle de décentralisation que certains appelaient de leur vœu. Je crois que ça tient tout simplement à 2 choses, même si, je pense que la question du service public de l'emploi, c'est pas neutre, que nous, je m'empresse de dire qu'on est pour le transfert des routes. Simplement, on considère que c'est pas au Sénat de dire quelles routes doivent être transférées. On dit, nous, il faut que les conditions soient justes pour qu'on aille peut-être demain vers plus encore de transferts. Donc, on n'est pas contre. Simplement, il faut quand même revenir à la genèse. On est sur un projet de loi, on n'est pas sur une PPL. C'est pas une initiative du Parlement. Et nous, on a dit qu'on était clairement, et vous étiez là il y a 4 semaines quand on a eu la conférence de presse, on a dit qu'on n'était pas là pour faire le grand soir de la décentralisation, qu'on attendait justement du gouvernement à travailler de concert et en confiance pour nous enrichir le texte. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a un article qui existe, qui est l'article 40, qui quand même nous empêche, nous, de proposer des transferts de compétences AU et ADIA, et que nombreuses de nos initiatives ont été stoppées, freinées et limitées par cet article 40, et parce que le champ du texte était relativement vaste, mais finalement peu étendu en matière de propositions vis-à-vis de la décentralisation. Donc nous, on est là pour enrichir, on n'est pas là pour révolutionner, et encore une fois, je pense que nous attendions très clairement du gouvernement. Alors, on peut rajouter quand même un élément, parce qu'on va se dire les choses telles qu'elles sont. Proposer un texte sur la décentralisation, la déconcentration, qui vient percuter le calendrier électoral après une période de crise sanitaire, tout le monde en conviendra, ce n'est pas le meilleur moment, ce n'est pas la meilleure façon de faire, et c'est en tout cas pas celle qui permet le plus de sérénité, et on l'a bien vu justement vis-à-vis des associations que vous évoquiez. Pour certaines, le président n'est plus le président aujourd'hui. Pour d'autres, il y avait des incertitudes s'agissant notamment de l'ARF. Oui, mais les conditions, je le dis encore une fois, quand c'est une priorité du chef de l'État en 2017, malheureusement, soit on l'anticipe ce texte, et on a bien vu pourquoi il n'a pas pu être anticipé, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec le fait de sortir un texte. Maintenant,
voilà, nous, on a pris le texte comme il était et on a vraiment essayé de l'enrichir autant que faire se peut. Et il me semble que quand on parle du service public de l'emploi, quand on parle des mesures qu'a évoquées Françoise Gatel, et surtout, parce que plutôt que de décider pour les collectivités, pour nous, ce qui est important, c'est de leur permettre la faculté d'avoir cette liberté conventionnelle et de déléguer ou de redéléguer des compétences entre elles. Voilà. Ce qui n'existait pas, ce qui en tout cas n'était pas sécurisé en droit. Donc pour moi, il me semble quand même que les apports du Sénat, ils ne sont pas neutres. En tout cas, ils respectent aussi une autre volonté, qui est, oui, d'aller vers de la déconcentration, mais de le faire en concertation avec les collectivités. Et nous, on a dit tout de suite qu'on n'était pas pour un grand soir non plus. Les élus attendent aussi à ce qu'on avance pas à pas. Donc voilà, on ne voulait pas révolutionner, mais compléter utilement. Peut-être en complément de ce que dit Mathieu, vous qui connaissez bien le sujet, moi je vous invite à relire peut-être le texte que nous avons fait, parce que nous tirons les enseignements des lois territoriales précédentes, où on est venu de manière autoritaire imposer à chacun de faire la même chose. Or, vous avez vu que nous, on a gonflé le volet de différenciation, c'est-à-dire permettre aux collectivités de prendre des compétences qui leur allaient bien et d'en déléguer à d'autres. Et ça, c'est quand même une révolution. Donc nous, on donne de la liberté pour s'organiser de manière la plus adaptée. Et deuxièmement, on a une audace qui est folle. Ah non, mais il faut que vous en rendiez compte. C'est-à-dire, quand je vous dis tout à l'heure que nous demandons le transfert de la médecine scolaire au département, nous demandons que les gestionnaires de cantines des départements et des régions soient transférés à ces collectivités, que nous demandons que les directeurs d'établissements de petite enfance et leurs adjoints soient transférés. Nous le poussons. Maintenant, c'est le gouvernement qui, au banc, a la réponse à la question. Parce que, comme l'a dit Mathieu Darnaud, nous, de la seule autorité du législateur, nous ne pouvons pas faire ça. Il faut que le gouvernement lève le gage. Alors, de l'audace, on en a plus qu'à revendre quand elle est juste et pertinente. Et donc, nous poussons la question au gouvernement. Et si le gouvernement s'oppose à ces transferts qui sont des transferts de cohérence et d'utilité, c'est-à-dire pour faire ce que la loi vous oblige à faire, vous avez besoin de gérer votre personnel. Si le gouvernement dit non à ça, sincèrement, il y a des grandes leçons silencieuses à tirer de tout ça. C'est que, mais cela a été dit, c'est un peu de la redite, c'est qu'il y avait une volonté des élus locaux de trouver une période de stabilité. Donc ça, il faut l'entendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes saisis d'un texte du gouvernement qui, par les règles parlementaires elles-mêmes, nous bloque, notamment sur toutes les mesures qui ont des conséquences financières. Donc on n'a pas de liberté de manœuvre aussi grande qu'on veut bien le laisser entendre. Et puis le troisième point, c'est qu'on a eu ici 3 propositions de loi constitutionnelles qui ont été votées ici, qui elles bougeaient fondamentalement les choses, qui n'ont jamais été reprises par le gouvernement non plus. Et on aurait aimé qu'elles le soient. Donc le contexte mis bout à bout fait qu'effectivement, nous travaillons, enfin les commissions ici travaillent sur des mesures très concrètes à périmètre constant, si je puis dire, donner cette expression, périmètre institutionnel constant, pardon, pour être parfaitement précis. Pardon ? Et imposé, bien sûr. Bien. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Il nous reste à vous remercier de votre présence. Et je vous livre les rapporteurs, si vous voulez. Bon après-midi à toutes et à tous.